Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire proposé par Qualitéval. Alors aujourd'hui, on abordera le projet d'établissement ou de service, selon votre type de structure, et on va regarder le cadre réglementaire et les bonnes pratiques pour essayer de vous accompagner sur cette dynamique. Donc, comme toujours, quelques rappels sur voilà, des réglages ou des bonnes pratiques pour que le webinaire se passe bien de votre côté. N'hésitez pas à adapter. N'hésitez pas non plus à vous présenter dans le chat. Vous avez un chat qui est à disposition sur votre écran. Voilà, vous pouvez vous présenter, nous indiquer si l'image et le son sont bons de votre côté. C'est toujours bien de pouvoir vérifier ça. Aujourd'hui, je serai accompagné par Cynthia. Cynthia, je vais te laisser te présenter et puis je reprendrai la main après. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Cynthia Migliorero. Je suis formatrice pour Qualité Val et je suis aussi évaluatrice. Donc, de formation responsable qualité, j'interviens auprès de tout type de SSMS pour les accompagner dans la démarche qualité. Et donc, j'ai deux casquettes, une casquette où je fais de l'accompagnement et de la formation et une casquette où je fais de l'évaluation. Parfait. Et donc, moi, je suis Antoine Maître, donc responsable du logiciel Qualitéval chez Qualitéval Entreprise. Et c'est moi qui anime les différents webinaires qu'on peut vous proposer. Alors, aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, vous avez l'onglet chat, vous avez également un onglet questions. Donc, comme d'habitude, je vous inviterai à poser vos questions plutôt dans cet onglet-là que dans le chat, parce que ça permet d'une part aux autres personnes de pouvoir voter sur les questions que vous posez pour que on puisse nous les prioriser s'il y en a beaucoup. Et ça permet aussi de les afficher lorsqu'on répondra aux questions en fin de webinaire. Donc là, on a prévu à peu près 1 heure de webinaire avec, on va dire, autour de 45-50 minutes de présentation et le reste du temps pour répondre à vos questions sur la thématique du jour. Alors, qu'est-ce qu'on va dérouler aujourd'hui? Le sommaire de ce webinaire, on va, comme je vous l'ai dit, revenir sur le contexte réglementaire. Ensuite, essayer de voir comment est-ce qu'on peut construire un projet d'établissement ou de service. Le lien qu'on peut faire avec le nouveau référentiel HAS. Quelles sont les modifications en lien avec le décret de 2024 qui impactent le projet d'établissement et de service? Et enfin, comment intégrer les fiches actions de son projet d'établissement ou de service sur le logiciel Qualitéval? Là, on n'aura peut-être pas le temps de vous montrer directement sur le logiciel, mais on vous donnera les pistes et les informations nécessaires. Je vais te laisser prendre la main, Cynthia. Je pense que Oui, voilà, la pas de plupart des souci. participants se sont connectés. Allez, on ne va pas plus tarder. OK. Alors, la première partie, ça va surtout concerner le contexte réglementaire qui est tout le temps, on le sait, en forte évolution ces dernières années et surtout, on va se concentrer bien sûr sur les projets d'établissement et de services. Tout d'abord, on voulait lancer un sondage, Antoine. Donc, dans votre structure, où en est votre projet d'établissement ou de service? Donc, on avait besoin de savoir, est-ce que vous êtes sur un projet récent qui est aussi régulièrement utilisé par les équipes? Est-ce que vous avez un projet, mais il est vraiment peu utilisé au quotidien? On peut avoir aussi un projet ancien qui doit être réactualisé. Ou alors, tout simplement, vous n'avez pas de projet formalisé actuellement, ou peut-être une version brouillon. Donc, peut-être vous pourriez répondre à ce sondage et Antoine pourra me donner donc, les réponses pour pouvoir aussi un peu vous orienter. Alors, c'est ça, en fait, les réponses, tout le monde y a accès dans l'onglet sondage en direct. Si vous cliquez sur l'œil, vous voyez les réponses. Et donc, pour l'instant, on est à 67% sur les personnes qui ont un projet ancien qui doit être réactualisé. La deuxième réponse qui arrive avec 22%, c'est un projet, mais il est peu utilisé au quotidien. Et après, ça se OK. répartit sur les deux autres de manière plus faible. Oui, alors ça m'étonne pas trop parce que c'est un peu ce que je vois moi dans mes accompagnements. Alors pas dans les évaluations parce que la plupart du temps, les établissements arrivent quand même avec un projet structuré, hein, pour les évaluations, sinon on va voir que ça impacte beaucoup de critères. Mais en tout cas, ce que je vois en accompagnement, c'est que souvent,
on a des projets un petit peu, qui sont, des fois stockés dans une armoire, dans une bibliothèque et qui ne sont pas utilisés par les équipes ou qui ne portent pas réellement les valeurs de l'établissement ou du service. C'est pour ça qu'on fait, ce webinaire aujourd'hui et avant de vraiment vous donner un petit peu des tips finalement pour réaliser votre PE, votre PS, on va parler un petit peu du contexte réglementaire. Alors, le projet d'établissement ou le projet de service, des fois, vous allez voir sur le support marqué PE ou PS en abréviation, ça s'inscrit dans un cadre juridique qui a quand même beaucoup évolué ces dernières années. On peut partir quand même de la base historique que vous connaissez certainement, c'est la loi du 2 janvier 2002 qui est venue rénover l'action sociale et médico-sociale et qui est venue bien sûr imposer à chaque service et établissement un projet dans lequel on va avoir du coup la définition des objectifs, un peu les modalités d'organisation du service ou du projet et bien sûr on va venir décrire la qualité de l'accompagnement. Ce qu'on nous dit dans cette loi, c'est que le projet doit être révisé régulièrement, en général tous les 5 ans, et surtout élaboré avec la participation des professionnels et des personnes accompagnées. Donc ça, finalement, ça n'a pas changé depuis. On est toujours sur cette base de la loi 2002. La loi du 2 janvier 2022 est venue renforcer les droits des personnes accompagnées pour aussi inciter les établissements ou les services à rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Donc, c'est dans ce contexte que le projet d'établissement ou de service est rendu obligatoire et je vous ai mis du coup l'article effectivement du Code de l'action sociale et des familles qui s'y réfère. Donc, c'est le L 311-8. Donc, dès l'origine, le PE et le PS, donc projet d'établissement et projet de service, est donc pensé comme un outil de pilotage. Et c'est là-dedans finalement qu'on va aussi venir voir la démarche qualité, la démarche d'amélioration continue de l'établissement ou du service. Donc, depuis plus de 20 ans, il y a eu, plusieurs réformes qui sont venues un peu renforcer la place de la démarche qualité dans les ESSMS. Donc, vous avez vu apparaître il y a quelques années les évaluations qui visent quand même, à améliorer bien sûr les pratiques professionnelles, la qualité de l'accompagnement et bien sûr l'organisation de l'établissement ou du service. Souvent, et c'est surtout très important, le projet d'établissement ou de service sert de document de référence pour les évaluations. Que ce soit sur le nouveau système HAS ou sur l'ancien système finalement d'évaluation, le projet d'établissement a toujours été quand même le document de base dans lequel on retrouvait finalement les politiques importantes de l'établissement et bien sûr la qualité de l'accompagnement et l'organisation de la prise en charge. Donc cela, ça n'a pas du tout changé avec le nouveau référentiel. Donc ça, c'est un petit peu le contexte réglementaire. Donc, la loi 2002 est venue rénover l'action sociale finalement des ESSMS et qui est venue introduire ce projet d'établissement et ce projet de service. Ce que j'ai pu observer ces dernières années dans mes accompagnements, c'est que ce projet d'établissement, il était soit parfois pas très bien construit, soit parfois pas ressemblant avec la réalité du terrain et aussi absolument pas infusé sur le terrain auprès des professionnels et des personnes accompagnées. Donc, sur la deuxième partie, on va voir comment construire un projet d'établissement ou de service. Alors, il faut savoir que quand on crée, et ça ne vaut pas que pour le projet d'établissement ou de service, hein, si vous êtes dans l'évaluation HAS, ça vaut aussi pour la cartographie des risques de maltraitance, pour votre plan bleu, pour tout autre document obligatoire. La création d'un projet d'établissement, c'est pas seulement la rédaction d'un document. C'est une démarche qui doit être collective, stratégique et qui va vous permettre de définir les orientations de votre établissement ou de votre service pour les 5 années à venir. Donc, on va effectivement vous demander de pouvoir faire un rétro-planning sur les années à venir pour savoir quels sont les gros projets que vous allez développer. Donc, effectivement, on va essayer de structurer cette démarche en 5 grandes étapes. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. La première étape, ça va être de préparer la démarche. Donc, avant de se lancer dans la rédaction d'un document, il va falloir quand même mettre un cadre dans ce projet. Le projet d'établissement, s'il est rédigé par la direction, derrière son ordinateur, en faisant un copier-coller, par exemple, d'une trame ou autre, ça n'aura pas réellement l'impact que demande finalement,
l'évaluation HAS ou même la loi 2002. Donc, pour que le projet arrive à terme et qu'il soit réellement bien construit, il va falloir peut-être définir le pilotage du projet. Qui va venir piloter ce projet? Qui va participer à l'élaboration, à l'écriture de ce projet d'établissement ou de service? Il va falloir aussi créer ce qu'on appelle un calendrier de travail, un rétro-planning, dans lequel vous allez intégrer par exemple vos groupes de travail avec vos professionnels ou vos personnes accompagnées. Comment vous allez intégrer les équipes? Est-ce que vous allez faire des questionnaires? Est-ce que vous allez faire, par exemple, des jeux ludiques avec eux pour pouvoir les faire travailler sur certaines thématiques? Est-ce que vous allez faire des groupes de travail classiques sur des thématiques précises? Vous allez devoir commencer quand même à réfléchir quelles sont les thématiques que vous allez vouloir créer en partenariat avec les personnes accompagnées et les pros. Vous ne pourrez pas traiter, bien sûr, toutes les thématiques du projet d'établissement. C'est pas ce qu'on vous demande, c'est plutôt de les associer dans certains sujets qui vous tiennent à cœur ou certains projets que vous avez à l'heure actuelle. Et vous allez devoir aussi associer les instances. Le conseil de la vie sociale, si vous êtes soumis, un groupe de représentants des usagers, ça peut être le cas aussi, les familles, l'entourage, vos partenaires. Vous pouvez associer aussi effectivement d'autres parties prenantes à l'élaboration de ce projet. Quand vous préparez la démarche, c'est important de mettre en place un comité de pilotage. Un comité de pilotage qui va un petit peu driver finalement ce projet avec effectivement des groupes de travail par thématique. Il faut faire de ce projet d'établissement un projet avec une démarche participative et collective. C'est ce qui fera que votre projet sera infusé sur le terrain. C'est important de partir du terrain pour rédiger ce projet d'établissement ou de service. Donc ça, c'était la première étape, préparer la démarche. La deuxième étape, c'est effectivement de réaliser un diagnostic. Le diagnostic, c'est tout simplement l'état des lieux. Où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle sur votre service ou sur votre établissement? Donc, quel est le public que vous accompagnez? Donc, les caractéristiques des personnes que vous accompagnez, les besoins et les attentes des personnes. Vous pouvez très bien faire des questionnaires aussi pour les intégrer et les impliquer dans cette démarche. L'évolution des profils, on le sait, des personnes accompagnées ces dernières années. Donc, vous allez peut-être faire un comparatif. Si vous avez un ancien projet d'établissement ou de service, vous pouvez peut-être faire un tableau de comparaison ou peut-être expliquer quelle est l'évolution aussi des pathologies, peut-être des fois aussi l'aggravation de certains profils, différentes pathologies qu'on ne prenait pas en charge. Donc, il va falloir aussi parler de cette évolution finalement. Vous allez devoir parler aussi du territoire. Où est-ce qu'est situé finalement votre établissement ou votre service, l'offre existante autour de vous, mais aussi les partenaires avec qui vous travaillez, vos conventions et les besoins non couverts. Donc ça va être un petit peu dans votre diagnostic. Mais pas que ça. Vous devez parler aussi de l'organisation interne. À l'heure actuelle, comment vous fonctionnez avec vos équipes, la coordination, le management, les ressources humaines. C'est clairement votre organigramme aussi, hein, les réunions. Comment vous êtes organisé en interne? La qualité et les pratiques. Le résultat peut-être des anciennes évaluations ou peut-être de votre dernière évaluation. Comment vous intégrez les recommandations des bonnes pratiques professionnelles de l'HAS et anciennement de l'ANES dans votre projet d'établissement? C'est très important de faire des liens. Vous abordez par exemple, je ne sais pas, la maltraitance, ben, faites le lien avec les dernières recommandations des bonnes pratiques. Aussi, le retour des personnes accompagnées, si vous avez fait des enquêtes de satisfaction, c'est important d'indiquer aussi les retours et de marquer, quel est le plan d'action que vous avez travaillé avec vos équipes pour, satisfaire peut-être, les personnes accompagnées ou l'entourage. Souvent, quand on vous, parle de diagnostic d'état des lieux, on utilise un outil que vous avez peut-être déjà réalisé, qui est le SWOT. Donc, force, faiblesse, opportunité, menace. Donc, quelles sont les forces de votre établissement ou de votre service? Quelles sont les faiblesses? Ou parfois, les faiblesses, ça peut être, je ne sais pas, le lieu géographique. Parfois, un lieu qui peut être isolé,
Donc on peut rencontrer des difficultés parfois au niveau des partenariats ou peut-être de l'autonomie des personnes accompagnées à sortir de l'établissement ou du service, mais ça peut être aussi une force parce qu'on peut avoir un jardin, par exemple, un lieu agréable, un lieu où on peut réaliser des activités en extérieur, et cetera. Les opportunités et les menaces au niveau de notre territoire aussi. Donc vous pouvez peut-être, donc il y a pas mal de trames qui existent pour pouvoir vous aider, utiliser peut-être ce système-là, pour pouvoir vous aider à faire votre état des lieux. Une fois que vous avez, défini un petit peu la démarche, réalisé votre état des lieux, vous allez devoir définir vos orientations stratégiques. N'oublions pas que le projet d'établissement, elle est défini pour 5 ans. Donc, à partir du diagnostic que vous allez établir, vous allez définir des grandes orientations pour les 5 années à venir. Vous allez le définir sur 5 ans, donc il n'y a pas de stress finalement à avoir. Vous allez, diviser les projets sur les 5 années à venir. Par exemple, améliorer la participation des personnes accompagnées. Si vous êtes un établissement ou un service qui ne réalise pas à l'heure actuelle peut-être d'enquête de satisfaction, à quel moment vous allez les déployer? Quelles sont les thématiques auxquelles vous allez penser? Comment vous allez le déployer? Par quel outil? Développer l'autodétermination. Si vous voulez développer l'autodétermination de vos personnes accompagnées, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez les former, les sensibiliser? Est-ce que vous allez réaliser des affichages? Par quels moyens finalement vous allez développer cette partie-là? Renforcer le travail en réseau, c'est-à-dire ouvrir l'établissement vers l'extérieur, par exemple. Améliorer la qualité de vie au travail, on est plus sur un objectif RH. Ou développer de nouvelles modalités d'accompagnement. Tout ça peut être finalement des grandes orientations stratégiques pour les 5 ans à venir. Ça, ce sont des objectifs. Après, à l'intérieur, vous allez avoir des actions. Comment vous allez le déployer? C'est ça aussi qui est intéressant dans le projet d'établissement ou dans le projet de service. Ces orientations, finalement, ce plan d'action que vous allez mettre en place, il faut que ça soit cohérent avec les besoins du territoire, parce que vous allez aussi, à un moment donné, décrire les besoins du territoire dans votre projet d'établissement ou de service. Il faut que ça soit aligné, bien sûr, avec les recommandations, professionnelles et que ça soit compatible avec ce que vous pouvez faire au niveau de votre établissement ou de votre service. Ne mettez pas des objectifs qui sont impossibles à mettre en place ou si vous savez que ça ne sera jamais le cas. Essayez de travailler sur quand même des objectifs réalisables. Une fois que vous avez défini vos grandes orientations, vous allez construire votre plan d'action. Donc, chaque orientation va être traduite en actions concrètes. Donc, pour chaque action, il est vraiment utile de préciser donc, votre objectif. Donc, si je reviens juste avant, par exemple, c'était d'améliorer la participation des personnes accompagnées. Vous allez mettre les actions à mener. Pour améliorer la participation des personnes accompagnées, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais créer peut-être, ce que j'ai dit tout à l'heure, des enquêtes de satisfaction? Est-ce que peut-être je vais mener des groupes de travail où je vais réaliser des activités, par exemple sur l'évaluation HAS avec les personnes accompagnées? Est-ce que je vais mettre en place des groupes de parole? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Qui sera le responsable de chaque action? Quels sont les partenaires que je peux solliciter? Quel est le calendrier que je vais mettre en place? Est-ce que ça va être plutôt premier semestre 2027 ou est-ce que ça sera plutôt fin 2027? Et les indicateurs de suivi, vous pouvez très bien marquer, par exemple, le nombre de questionnaires recueillis de personnes accompagnées. Ça, c'est vraiment la bonne méthode pour réaliser vos plans d'action. Et bien sûr, une fois que ce projet est rédigé, ficelé avec les orientations et le plan d'action, vous allez valider et diffuser ce projet. Donc, une fois le projet finalisé, il doit être bien sûr présenté aux instances, si vous en avez. Conseil de la vie sociale, instances représentatives du personnel et bien sûr les membres de la gouvernance de l'établissement. Si vous n'avez pas de CVS, ça peut être aussi un autre, finalement, une autre instance en lien avec les personnes accompagnées. Puis, bien sûr, il doit être diffusé aux professionnels, aux usagers, aux familles, aux partenaires. Si le projet, vous l'avez fait avec eux, ça sera beaucoup plus parlant. On ne sera pas que sur de la communication descendante. Et ça vaut vraiment pour tous les documents que vous allez créer. Il faut effectivement partir du terrain, co-construire pour qu'après le document soit vraiment compris et soit infusé sur le terrain. Le document doit être accessible, partagé.
Vous allez me dire, oui, mais un projet d'établissement, des fois, il fait 80 pages, 100 pages. C'est vrai. Mais moi, j'ai vu des établissements ou des services qui ont fait une version synthétique pour les pros, avec vraiment les grandes orientations et vraiment les informations que les professionnels peuvent retenir et qui sont importantes pour eux. Et une version, par exemple, en facile à lire et à comprendre pour les personnes accompagnées. Une forme de synthèse, finalement. Ça, c'est possible. Une fois que ce document est là, a été présenté, etc., il faut le faire vivre, ce projet. Il ne faut pas qu'il reste sur une étagère à prendre la poussière. Un projet d'établissement n'a de sens que s'il est utilisé dans la vie de l'établissement. Il doit servir de référence pour les professionnels, pour les pratiques. Il doit être le cadre, bien sûr, pour les décisions stratégiques. Vous devez le mettre à jour et pas que tous les 5 ans. Il doit vivre, évoluer chaque année. Ça doit être un support pour la démarche qualité. Ça doit être vraiment un document de référence. Vous devez prévoir le suivi de votre plan d'action. Si vous évaluez votre plan d'action tous les 5 ans, il se sera passé déjà beaucoup de choses en 5 ans. Donc, tous les ans, vous faites un point sur votre plan d'action. Et même à chaque mois, à chaque comité de pilotage, vous avancez sur le plan d'action de votre projet d'établissement ou de votre projet de service. Vous complétez vos indicateurs, par exemple, et vous faites des points d'étape. Donc, un projet d'établissement, effectivement, ça se réécrit, ça se met à jour tous les 5 ans. Par contre, ça se révise de manière annuelle, avec une date de mise à jour inscrite sur le document et avec une présentation aux instances. Donc, le projet d'établissement suit finalement une logique d'amélioration continue. On part d'un diagnostic, on fixe des orientations, on traduit ces orientations en action et après on évalue pour bien sûr s'améliorer. S'il y en a qui connaissent, ça fait un petit peu comme la roue de Deming, c'est-à-dire, on planifie, on fait, on check et on s'améliore. Donc plan, do, check, out, ça fait la même chose. Le projet d'établissement, finalement, c'est la même chose. Ça fait partie d'un outil de la démarche qualité. Donc ça, c'est un petit peu pour vous, finalement, pour vous indiquer comment construire votre projet d'établissement. Par contre, qu'est-ce qu'on met dans notre projet d'établissement? En lien, bien sûr, avec notre référentiel HAS. Je ne sais pas si certains ont passé l'évaluation HAS ou s'il y en a d'autres qui vont bientôt y arriver. Le projet d'établissement, c'est le document support. On a besoin, en tant qu'évaluateur, de votre projet d'établissement. Le projet d'établissement, on a besoin de savoir comment il a été construit, comment il a été fait. Et on va le lire pour comprendre votre fonctionnement. Et on va faire le lien, surtout pour le chapitre 3, pour savoir quelles sont vos stratégies et votre politique. Donc, le référentiel de l'HAS, même si on n'est pas là pour effectivement faire une formation sur le référentiel HAS, juste je rappelle qu'il est organisé en 3 grands chapitres. Le premier chapitre, c'est la personne accompagnée. Dans ce chapitre, où on parle de la personne accompagnée, on va s'assurer que vous respectiez les droits fondamentaux, dont la dignité, l'intégrité, le droit à l'image, etc. On va voir si effectivement vous faites participer la personne, comment vous lui donnez la parole. C'est la parole ou comment vous lui permettez de s'exprimer si la personne ne peut pas parler. Comment vous personnalisez l'accompagnement des personnes et bien sûr, comment vous favorisez l'autodétermination. Donc ça, c'est vraiment en lien avec le chapitre 1. Ça veut dire que dans votre projet d'établissement ou de service, vous devez préciser quelle est votre philosophie d'accompagnement, quelles sont vos valeurs, comment finalement vous allez promouvoir la bientraitance, comment vous allez donner la parole, comment vous allez faire en sorte que les professionnels respectent les droits fondamentaux. Donc c'est forcément en lien avec le chapitre 1. Le chapitre 2, c'est les pros, les professionnels. Donc ce volet, ça concerne vraiment les pratiques professionnelles, la réflexion éthique de votre établissement, la coordination avec les intervenants, la manière dont vous allez communiquer avec les partenaires, le conventionnement et bien sûr la formation et la montée en compétences de vos professionnels. Donc, dans votre projet d'établissement, on doit retrouver votre stratégie RH, votre stratégie qualité de vie au travail et les orientations professionnelles. Si vous souhaitez, par exemple, mettre en place de nouvelles formations, développer de nouvelles compétences par rapport, par exemple, à l'évolution d'un public, ça, c'est important de le mettre dans un projet d'établissement ou dans un projet de service. Et le chapitre 3, ben, c'est l'établissement, la gouvernance. Donc là, on pose des questions. On veut savoir comment vous fonctionnez sur la stratégie de l'établissement ou du service, la gestion des risques.
N'oublions pas que les critères impératifs sont dans la démarche qualité et gestion des risques du chapitre 3. Événements indésirables, plainte et réclamation, cartographie des risques, plan bleu, plan de continuité d'activité. Tout ça, ça doit être décrit dans votre projet d'établissement ou de service. Comment vous vous organisez? Vous devez parler de votre démarche qualité et bien sûr de vos partenariats, de l'ouverture vers l'extérieur et des coopérations que vous avez avec le territoire. Donc là, votre projet d'établissement ou de service, ça devient vraiment un document central. En fait, quand les évaluateurs vont vous poser des questions, tout est noté à l'intérieur de votre projet d'établissement ou de service. Vous n'avez qu'à après montrer les preuves associées à votre stratégie ou à vos politiques qui sont posées dans votre projet d'établissement ou dans votre projet de service. Donc ça, c'est vraiment les références aux 3 chapitres. Par contre, si on veut répondre à 100% en référentiel, si on, si on veut s'assurer que quand les évaluateurs vont vous demander quelle est la politique ou la stratégie, etc., il faut effectivement mettre toutes ces notions dans vos projets d'établissement ou dans vos projets de service. Première chose, questionnement éthique. Comment vous êtes organisé pour votre questionnement éthique et est-ce que vous participez à des questionnements éthiques sur le territoire? À chaque fois, je vous ai mis du coup le critère associé. La stratégie en matière de bientraitance. Il ne faut pas confondre la stratégie de bientraitance et la lutte contre la maltraitance. Ce ne sont pas du tout les mêmes thématiques dans le référentiel. Le respect des droits et des libertés et l'exercice des droits. La confidentialité des données et des informations relatives à la personne. Donc ça, c'est effectivement tout ce qui est en lien avec le règlement général de la protection des données, qui est un critère impératif. L'inscription dans le territoire, donc est-ce que vous avez des projets communs avec des partenaires et comment vous faites en sorte que vous ayez une approche inclusive des accompagnements? Comment vous ouvrez vers l'extérieur et comment vous faites rentrer l'extérieur à l'intérieur de votre projet d'établissement? Donc, comment vous arrivez à faire venir, par exemple, vos partenaires dans votre établissement ou dans votre service? La préservation de l'autonomie des personnes, la prévention du risque d'isolement des personnes et aussi ça va avec la perte d'autonomie. C'est pas la même chose, la préservation de l'autonomie et la perte d'autonomie. Comment vous alerter, comment vous arrivez finalement à évaluer la perte d'autonomie de la personne ou un risque d'isolement social chez la personne. Donc, tout ça, ce sont finalement des thématiques que vous devez aborder dans votre PE ou dans votre PS. Il y a aussi la gestion du risque médicamenteux. Attention, même si vous n'êtes pas concerné par le critère impératif du statut du médicament, vous devez quand même parler de cette partie-là. Tout ce qui est prévention et maîtrise du risque infectieux, on a besoin de savoir quelle est votre stratégie. Donc, il faut qu'elle soit intégrée dans votre projet d'établissement ou dans votre projet de service. Tout ce qui est rôle, responsabilité et organisation du travail, adapté aux besoins du public que vous accueillez ou que vous prenez en charge. La formation professionnelle, la gestion des emplois et des parcours professionnels, ce que l'on appelle la GEPP. La prévention des risques professionnels en lien avec votre DURP. La qualité et les conditions de vie au travail. La démarche qualité-gestion des risques, comme je disais un petit peu avant. Politique de développement durable. Donc ça, c'est important de l'intégrer dans votre projet d'établissement, dans votre projet de service et l'optimisation des achats. Et après, bien sûr, votre stratégie numérique. À chaque fois qu'on va vous poser la question si vous avez une stratégie et une politique, si vous l'avez noté dans votre projet d'établissement et que vous avez des axes stratégiques pour les années à venir ou que vous avez expliqué comment vous fonctionnez avec un diagnostic, ça répondra déjà à un certain nombre de critères. Si vous avez déjà un projet d'établissement, ce n'est pas grave, faites des annexes. Renvoyez à des annexes. Si par exemple vous avez un projet d'établissement dans lequel il y a déjà plein de choses, mais vous n'avez pas la politique du risque infectieux, c'est pas grave, faites une annexe. Et on viendra rechercher dans l'annexe votre politique et votre stratégie. Donc, on voit bien que le projet d'établissement, il est bien en lien avec l'évaluation HAS. C'est un des premiers documents que l'on demande. Et c'est le document que l'on lit avant d'arriver dans votre établissement, dans votre service en évaluation. Par contre, on va regarder quelque chose aussi. On va regarder que votre projet d'établissement, votre projet de service est bien, du coup, un lien avec les dernières modifications du décret de 2024. C'est pareil, si vous avez déjà un projet d'établissement ou de service, ce n'est pas grave, vous faites une annexe ou vous faites une V2 en intégrant les dernières modifications. Que dit le décret de 2024?
Donc, je vous ai noté le décret numéro 2024-166 du 29 février 2024. C'est un texte qui est extrêmement important parce qu'il vient préciser le contenu du projet d'établissement ou de service, toujours pareil en application de l'article du Code de l'action sociale et des familles. Avant, si vous voulez, on avait le projet d'établissement, mais on venait vraiment pas préciser ce qu'il devait contenir au niveau juridique. Maintenant, le décret de 2024 vient finalement fixer un petit peu un contenu minimal obligatoire du projet d'établissement ou de service. Bien sûr, il vient renforcer la politique de prévention de la maltraitance dans les ESSMS. Il vient aussi vous demander d'améliorer la coordination territoriale, c'est-à-dire comment vous faites le maillage avec les partenaires du territoire. Et bien sûr, à un moment donné, il demande que vous ayez un projet en lien avec la démarche qualité et l'évaluation HAS. C'est un décret qui s'applique à tous les ESSMS. Donc, le décret, il modifie un peu la partie réglementaire du Code de l'action sociale et des familles. Il vient, du coup, je vous ai mis les différents articles, la définition du contenu minimal du projet d'établissement et l'article, par exemple, D311-38-4 précise les modalités d'élaboration, de participation et de diffusion du projet. Donc, le décret précise, dans tous les cas, que le projet doit désormais être traité en 5 grandes dimensions. Donc, les modalités de coordination et de coopération. Donc, le projet doit expliquer comment vous travaillez avec les partenaires, comment vous coopérez avec votre territoire et surtout, comment vous arrivez à être, du coup, finalement, en lien avec les acteurs sanitaires, donc établissements de type hôpitaux, etc., sociaux et médico-sociaux. Donc dedans, vous allez écrire, la manière dont vous êtes en lien avec votre territoire et vous allez pouvoir peut-être parler de vos différents conventionnements. Souvent, on fait une liste des partenaires et des relais qu'on vient annexer, par exemple, à notre projet d'établissement. Tout ça, c'est dans le but de favoriser la continuité du parcours de la personne. C'est-à-dire la personne part en hospitalisation, est-ce qu'on a une convention? La personne est en soins palliatifs, est-ce qu'on a une convention? Est-ce qu'on a une convention avec l'HAD, par exemple, l'hospitalisation à domicile? Est-ce qu'on a une convention, par exemple, avec un partenaire qui réalise, par exemple, des radios dans l'établissement, qui se déplace? Donc, on voudrait savoir finalement la continuité de parcours pour éviter, bien sûr, la rupture de parcours de la personne accompagnée. Le 2, c'est la prévention et la lutte contre la maltraitance. C'est vraiment ça la nouveauté majeure quand on vous parle du décret de 2024, c'est vraiment cette partie-là qui est importante. Vous devez vraiment inclure dans votre projet d'établissement, dans votre projet de service, la stratégie institutionnelle de prévention de la maltraitance. Donc, vous devez préciser les moyens de repérage des risques, les modalités de signalement des risques de maltraitance, les modalités de traitement des situations, comment vous traitez les actes de maltraitance. Vous devez faire un bilan annuel des situations de maltraitance. En informer les personnes accompagnées, bien sûr en gardant l'anonymat des personnes, mais vous devez informer s'il y a eu des situations de maltraitance et en informer bien sûr le Conseil de la vie sociale. Et qu'est-ce que vous avez mis en place finalement pour former les professionnels, pour éviter que ça se reproduise? Donc c'est vraiment l'une des évolutions les plus importantes du décret. C'est en lien avec le critère impératif aussi de la cartographie des risques de maltraitance. Donc, quand vous faites votre cartographie des risques de maltraitance, bien sûr, la manière dont vous l'avez faite et tout ce qui est autour de la lutte contre la maltraitance est intégré dans votre projet d'établissement, dans votre projet de service. Après, autre partie, les conditions d'organisation et de fonctionnement du projet d'établissement ou du projet de service. Donc là, vous allez décrire les missions de l'établissement ou du service, votre cadre juridique, l'historique et les évolutions ces dernières années, le profil des personnes accompagnées, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, les catégories des professionnels qui interviennent auprès des personnes accompagnées, et surtout, là c'est aussi une nouveauté, les orientations en matière de formation et de supervision. Par exemple, analyse de pratique professionnelle, votre plan de formation pour les années à venir.
Là, on veut vraiment que le projet soit assez stratégique en termes de politique RH et aussi dans le but d'améliorer les accompagnements. Des professionnels mieux formés, mieux avisés permettront de mettre en place des accompagnements, bien sûr, plus qualitatifs. Après, nous avons les critères d'évaluation de la qualité. Bon, là, effectivement, c'est important de parler de démarche qualité dans votre projet d'établissement. Quels sont vos objectifs d'amélioration de la qualité? Tout ça dans le but d'avoir des objectifs d'évolution de l'accompagnement. Mettre en place des indicateurs, des modalités d'évaluation, des questionnaires de satisfaction, des audits, hem et être sur le terrain pour faire vivre cette démarche qualité, hein. Et surtout, vous devez intégrer dans votre projet d'établissement, dans votre projet de service, les recommandations des bonnes pratiques professionnelles. Attention, les recommandations des bonnes pratiques professionnelles, il ne s'agit pas de les mettre dans un classeur ou dans un dossier et de les donner comme ça aux professionnels. Non, il faut les faire vivre et c'est au travers du projet d'établissement aussi qu'on les fait vivre. Donc là, si tout ça est noté dans votre projet d'établissement, ça va permettre d'articuler vraiment la démarche qualité, l'évaluation HAS, tout ça centré dans votre projet d'établissement et dans votre projet de service. Et après, il y a certains éléments, spécifiques, qu'on vient, noter dans notre projet d'établissement par rapport à ce décret. Si vous êtes concerné par les soins palliatifs, vous devez effectivement intégrer dedans l'organisation des soins palliatifs, mais ça, c'est que pour les structures concernées. Et par contre, les engagements liés au CPOM, donc le contrat, pluriannuel d'objectifs et de moyens. Parce que vous devez suivre aussi vos objectifs en lien avec le CPOM. Donc ça doit être intégré dans votre projet d'établissement et dans votre projet de service. Ils sont venus aussi un petit peu, spécifier, si vous voulez, tous, les règles d'élaboration et de participation. En fait, ce qu'ils cherchaient réellement, c'était de renforcer la participation des personnes accompagnées. Donc le projet doit être élaboré avec la participation, bien sûr, des professionnels. Vous devez les intégrer, comme on disait tout à l'heure, par le biais des groupes de travail, avec des démarches ludiques, pour leur faire aussi apprécier la démarche qualité. Essayer de partir des remontées du terrain. Donc, peut-être que dans le diagnostic, ça permettra de prouver qu'on l'a fait aussi avec les professionnels. Avec la participation des personnes accompagnées, peut-être choisissez des thématiques, je ne sais pas, la restauration, le linge ou autres, dans lesquelles on peut, ou tout simplement l'animation, dans lesquelles on peut intégrer la participation des personnes. Il faut que ça soit des modalités qui soient adaptées au public, bien sûr. Vous devez présenter votre PE, votre projet d'établissement au conseil de la vie sociale, le transmettre à vos autorités de contrôle et le mettre à disposition des usagers, des familles et des professionnels. Vous pouvez avoir une version beaucoup plus grosse si vous voulez, sur, le serveur ou autre et avoir une version synthétique adaptée. J'ai vu des établissements où il y avait des livrets adaptés, des versions imprimées, hein, chez un imprimeur qui étaient super bien faites, où il y avait, voilà, les grands objectifs du projet d'établissement. Ça peut être ça aussi sous forme de livret. Et du coup, on aurait une version un peu plus vivante, qu'on pourrait remettre aussi, à des personnes qui seraient susceptibles de rentrer prochainement dans l'établissement ou dans le service. Et les obligations de diffusion, il doit être affiché dans l'établissement ou mis à disposition, accessible aux personnes accompagnées et disponible pour les professionnels et les partenaires. Finalement, c'est la même chose que pour le rapport d'évaluation. Donc, il faut que vous fassiez de ce projet un document, réel, partagé, vivant. Donc finalement, concrètement, ce qui change avec ce décret, ce que vous voyez avant 2024, c'était des projets d'établissement où il n'y avait pas réellement d'uniformité, et où, on n'avait pas réellement de cadre, pour savoir quoi mettre à l'intérieur de notre projet d'établissement, de notre projet de service. Là, maintenant, le projet doit clairement montrer la stratégie de l'établissement, l'organisation de l'accompagnement, la prévention des risques, de manière générale et aussi des risques de la maltraitance et la démarche d'amélioration continue de la qualité. Je pense qu'entre le référentiel qui s'appelle «Manuel d'évaluation de la qualité», ce nouveau décret, on n'a plus trop le choix que de mettre en place une démarche d'amélioration continue dans nos établissements ou dans nos services. La démarche qualité, ça peut être, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, les enquêtes de satisfaction, le plan d'action, l'utilisation du logiciel Qualitéval, par exemple, pour notre démarche qualité, comment on l'utilise, comment on le fait vivre.
comment, finalement on intègre les professionnels à l'intérieur ou nos personnes accompagnées. Il faut vraiment décrire votre démarche qualité dans votre PE ou dans votre PS. Donc, on se disait avec Antoine que c'était quand même important, de faire le lien, avec le logiciel. C'est que, sur le logiciel, vous avez effectivement, la possibilité de créer, votre plan d'action, avec la possibilité de créer une fiche action. Une fiche action, ce sera toujours relié, effectivement à une orientation stratégique de votre projet d'établissement. Ce qu'on disait au début de ce webinaire. Donc, ce qu'on disait, tout à l'heure en exemple, notre orientation stratégique, ça sera de renforcer la participation des personnes accompagnées. OK, mais comment? Est-ce que les actions, pourraient être, développer des outils d'expression? Est-ce qu'on va travailler sur des smileys, sur des outils en facile à lire et à comprendre, sur de la communication alternative, avec des tablettes? Comment on va faire en sorte de leur donner la parole, de permettre finalement qu'ils puissent s'exprimer? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi peut-être renforcer le rôle du CVS? Leur donner peut-être un peu plus de place, peut-être pour certains, moi je vois des présidents de CVS qui rédigent, eux-mêmes les comptes rendus. Ou est-ce qu'on n'utiliserait pas des comptes rendus adaptés, en facile à lire et à comprendre pour leur permettre réellement de comprendre ce qui est dit dans le CVS? Est-ce qu'on ne ferait pas des restitutions, par exemple, du CVS à nos personnes accompagnées pour leur expliquer ce qui s'est dit, plutôt que des fois d'afficher ce compte rendu qui n'est lu par personne dans le couloir? Ou est-ce qu'on ne formerait pas les professionnels à la participation des personnes, c'est-à-dire à l'autodétermination? Donc, une orientation stratégique, c'est plusieurs actions possibles. Et ça, vous pouvez le faire sur le logiciel quand vous créez votre fiche action. Et vous allez répondre à tous les attendus du plan d'action, qui est de mettre une date d'échéance, de mettre un pilote, de mettre parfois effectivement des personnes associées, donc des copilotes, d'avoir des indicateurs d'efficacité, des indicateurs de réalisation. Tout ça, vous pouvez le faire sur le logiciel. Vous pouvez imprimer votre plan d'action et le mettre en annexe dans votre projet d'établissement. Je pense vous avoir donné quand même pas mal de détails sur le projet d'établissement et sur le projet de service. Je suis, vraiment, à l'écoute de vos questions si vous en avez, heu, si j'ai la réponse bien sûr. Effectivement, donc alors j'ai poussé un petit sondage, voilà, pour Ah! savoir si, vous souhaitez être, accompagné sur cette, démarche, Mmh. projet d'établissement, projet de service. Et sinon, effectivement, on va passer aux questions. Donc il y en a déjà quelques-unes qui ont été, renseignées dans l'onglet questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les ajouter et on va les, passer en revue, les unes après les autres. Donc, alors, première question, qui doit valider le projet d'établissement, projet de service? Et y a-t-il une différence entre les instances? Qui donne son avis? Qui valide? Alors, il est vrai que, on fait toujours valider nos documents institutionnels à notre CVS. Mais ça vaut pour votre règlement de fonctionnement, pour votre contrat de séjour, pour votre DIPEC, et cetera. Vous devez effectivement présenter le document et noter la date de validation, sur votre projet. Donc si vous avez un CVS, effectivement, vous allez le soumettre au CVS. Vous allez aussi le présenter au CSE, donc aux instances représentatives du personnel. Hem, Est-ce qu'il y a des différences entre les instances? Ben, ça va être tout simplement soumis à décret. Ceux qui sont soumis, en fait, au CVS, oui, effectivement, il y a cette notion de faire valider. Par contre, si vous avez un groupe de représentants des usagers, non, vous n'avez pas les mêmes obligations parce qu'effectivement, le CVS, il y a un décret qui intègre dedans tout le rôle que l'on doit donner, au conseil de la vie sociale. Après, ben, ça dépend si vous avez un conseil d'administration, ça dépend aussi comment est organisé votre établissement ou votre service. Et du coup, au niveau de la direction, c'est la direction qui valide le projet? Est-ce que c'est, d'autres cadres dans la structure qui ont ce rôle de validation pour essayer de poursuivre la question? Alors oui, pour moi, c'est quand même la direction qui valide le Oui, projet, hein, nickel, on est d'accord. Par contre, après, on le présente bien sûr à nos cadres administratifs, à nos différents cadres, mais ça restera toujours pour moi la direction qui mettra quand même, on va dire, la date de validation finale, sur notre projet d'établissement. c'est ça. Parfait, bah, écoute, je te remercie. Alors, on va passer à la question suivante. Donc, toujours Monsieur Dubois qui nous demande
Donc tu as évoqué tout à l'heure des révisions, annuelles, du projet et en fait, la question porte, quelle est la différence entre cette révision annuelle et la réécriture tous les 5 ans? Parce que je pense qu'il y a une petite confusion entre les 2. Qu'est-ce que tu changes tous les ans Allez, et qu'est-ce que j'ai tu compris. fais tous les 5 ans, en fait? Oui, j'ai bien compris. Alors, tous les 5 ans, effectivement, on redéfinit nos orientations stratégiques sur les 5 années à venir. On se repose, on met à jour, on va pas réécrire entièrement notre projet d'établissement. Une fois qu'on l'a écrit une fois, on va venir le mettre à jour. Par contre, qu'est-ce que l'on fait annuellement? On met à jour notre plan d'action. On met à jour les informations qui sont erronées. Je ne sais pas, le directeur a changé, l'organigramme a changé, on a créé une nouvelle aile, dans notre établissement, ben, on va le mettre à jour. Ça, on le fait tous les ans. Par contre, tous les 5 ans, on va redéfinir nos orientations stratégiques parce que le projet d'établissement, il est basé sur notre évaluation. Donc tous les 5 ans, en fait, on va faire vivre notre projet d'établissement jusqu'à la prochaine évaluation. La prochaine évaluation, pareil, on va redéfinir notre plan d'action, nos orientations, du coup, pour les 5 années à venir. D'accord. Bah, écoute, je te remercie pour cette précision. Je pense qu'il était, nécessaire pour éviter la confusion entre les 2 informations. Alors, dernière question pour le moment. Je vais vérifier aussi le chat parce qu'il y a peut-être une question dans le chat. Je vois qu'il y a une mise à jour. Alors, existe-t-il un sommaire pour le projet de service ou projet d'établissement pour ne rien oublier? Parce qu'en fait, dans tes différentes slides, tu as évoqué beaucoup de points qui étaient devenus des Et oui, obligations suite au décret de 2024. Est-ce qu'il y a oui. un document qui reprend en fait ou qui liste l'ensemble de ces points qu'on peut intégrer dans son sommaire pour être sûr de ne rien oublier? Alors, pour l'instant, l'HAS n'a pas, créé encore de nouvelles recommandations sur le projet d'établissement, comme celle qui avait été créée sur la NES, dans lequel on avait quand même pas mal d'infos. Oui, effectivement, sur le net, il existe des trames de projets ou de projets d'établissement ou de projets de service. À l'heure actuelle, non, je n'ai pas de trame précise, sur le sommaire du projet d'établissement ou du projet de service à l'heure actuelle. D'accord. Peut-être un document qu'on sera amené à développer dans Je les pense, mois oui. à venir, et qu'on pourrait partager dans le logiciel. Ça donne des axes de réflexion. Allez, dernière question donc, qui a été posée, ou peut-être pas. Une nouvelle question qui est posée dans le chat. Alors, je vous invite vraiment à poser vos questions dans la partie questions, hein, qu'on puisse les afficher et y répondre. Donc là, ça concernait le logiciel. Est-ce qu'il permet de faire le diagnostic? Aujourd'hui, on n'a pas de module spécifique au projet d'établissement, projet de service dans le logiciel. Si vous avez besoin de faire un diagnostic, donc un audit, de faire une checklist, de savoir où est-ce que vous en êtes, vous pouvez toujours utiliser la partie enquête pour monter un questionnaire Mmh. d'enquête auprès des professionnels, hein. Ça peut être un bon élément. Comme Cynthia l'a dit tout à l'heure, vous pouvez aussi en profiter pour mener vos enquêtes auprès des personnes accompagnées. Voilà. Après, je ne sais pas si la question était plus large que Oui. ça ou plus précise. Est-ce que tu as des compléments d'information, Cynthia? Oui, ben, je pense que le module, dans tous les cas, évaluation, déjà faire son auto-évaluation, ça permet déjà de faire un diagnostic, hein. L'auto-évaluation, elle est complète, elle permet de balayer plein de choses. Je vous donne un exemple. Dans l'auto-évaluation, vous allez balayer la politique RH et QVT. Forcément, s'il y a des axes d'amélioration, ben, ça va s'intégrer dans votre projet d'établissement, dans votre projet de service. Donc déjà, pour celles et ceux qui n'ont pas fait l'auto-évaluation et qui ont le logiciel, c'est déjà un très bon outil pour faire un état des lieux. C'est ça. Et derrière, pour mettre en place les actions. Complètement, Voilà. En plus, on a rajouté plein de nouvelles fonctions dans la partie évaluation, c'est avec vrai, des nouveaux graphiques, donc je vous invite à aller jeter un œil pour ceux qui ont le c'est vrai. logiciel, ça a bien évolué. Allez, dernière question, et puis après on passera peut-être à la conclusion. Alors, annuellement, il faut aussi faire valider par les instances. Donc, la question, si je la reformule, est-ce qu'il faut faire valider tous les ans par Tous les les ans. instances, ou par les instances, pardon, ou tous les 5 ans lors de la réécriture? Alors, réglementairement, c'est tous les 5 ans. Par contre, moi, je trouve que dans une démarche d'amélioration continue, quand on fait, par exemple, notre rapport d'activité, dans tous les cas, on va le présenter. On peut très bien, faire aussi la présentation, peut-être de l'évaluation de notre plan d'action, de notre projet d'établissement, de notre service. Je pense que ça serait bien.
de pouvoir faire la réévaluation, de manière ponctuelle selon vos comités de pilotage, mais de votre plan d'action, de votre PE, de votre PS et de le présenter peut-être annuellement à vos instances pour dire que vous travaillez finalement sur ce plan d'action. Ce n'est pas que tous les 5 ans que vous réévaluez votre projet d'établissement. Ça va vous permettre en tout cas de faire, de ce document un outil vivant finalement et dont tout le monde va pouvoir parler après, les prochaines années. Voilà, ce qui évite de le ressortir du tiroir tous les 5 ans, Exactement. pas oublier entre-temps, voilà. Bon, bah, écoute, je te remercie pour ces différentes, réponses. Je te laisse la conclusion et puis je reprends la main après. Oui. Alors, au niveau de la conclusion. Bon, pour conclure, la création du projet d'établissement ou de service, heu, vous ne devez pas effectivement le percevoir comme une obligation, réglementaire. Bien sûr que c'est long d'écrire un projet d'établissement ou de service, mais vous pouvez vous utiliser un petit peu utiliser finalement cet outil comme un outil de levier, pour, intégrer les équipes dans la démarche qualité. Vous pouvez mobiliser les équipes et les personnes accompagnées dans cette démarche d'amélioration continue. Souvent, je vois la réécriture des projets ou la mise à jour des projets avant l'évaluation. C'est OK, on peut se servir de l'évaluation comme un levier de mobilisation des équipes et des personnes accompagnées et donc avec notre projet d'établissement, faire de cette démarche une démarche stratégique collective qui va un peu redonner du sens finalement à l'action aux équipes et va vous permettre de clarifier vos orientations pour les années à venir à mon sens. Je pense que c'est peut-être une solution. Parfait. Alors, pour compléter, ce webinaire, n'hésitez pas donc à solliciter notre organisme de formation. Nous avons une formation dédiée. Mmh. Alors il y a, quelques personnes qui sont intéressées dans suite au sondage que j'ai fait, donc on reprendra contact avec vous, hein, mais si jamais, par la suite, dans les prochains jours, vous dites que ça peut être une bonne solution pour vous, n'hésitez pas, voilà, à contacter, mes collègues. La formation, s'appuie sur, 3 éléments: un diagnostic stratégique pour faire le point sur Mmh. vos forces, des ateliers participatifs et un accompagnement à la structuration et à la rédaction de votre, document final. Voilà, donc vous êtes, formés et accompagnés sur cette dimension. Si c'est pertinent pour vous, n'hésitez pas à les solliciter, on est là pour ça. Notre prochain webinaire, donc le 30 avril, on vous donne rendez-vous le jeudi à 14 heures, comme aujourd'hui, pour une thématique sur la participation des usagers et comment en faire un vrai levier de qualité au niveau des ESMS. Voilà, donc les inscriptions débuteront dans quelques jours à partir du 1er avril dans le logiciel et en général à partir de la mi-avril sur LinkedIn pour les personnes qui ne sont pas encore clientes du logiciel. Voilà. On vous remercie pour votre participation, pour vos questions. Merci. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à nous contacter si vous avez des besoins, des questions sur le logiciel ou sur la formation. Je te remercie, Cynthia, pour toutes ces informations et pour Avec tes plaisir. explications claires et complètes. Je te donne rendez-vous bientôt. On se retrouvera, je crois, au mois de juin. Mmh. Voilà, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. À très Une bientôt. bonne fin de journée. Au revoir, à bientôt.